On voit bien que le réchauffement climatique, alors tout le monde est dans le réchauffement climatique à cause des hommes, etc. Ça, c'est une chose. Une autre chose est que l'astrophysique nous enseigne qu'il y a un réchauffement climatique qui est dû à ce qu'on appelle les plurivers, les multivers, les interactions entre les univers. Mais pour ça, il faut faire un peu d'astrophysique et voir que, de fait, la planète est en train de devenir invivable, donc inhabitable. Question à laquelle j'ai du mal à répondre quand on m'interroge. Je crois que ça sera mieux en tournant le micro dans l'autre sens. Ouais. J'ai un peu du mal, effectivement, à répondre aux sceptiques qui nous disent que par le passé, il y a eu des réchauffements brutaux qu'on ne peut pas expliquer, comme en Égypte ancienne ou des périodes comme celle-ci. Alors, je ne vais pas nécessairement vous expliquer tous les réchauffements passés, mais je vais vous expliquer les climato-sceptiques. Il y a, le climato-scepticisme relève d'une seule motivation qui est de refuser le problème parce qu'on a bien conscience du fait que la solution va être contraignante. Ou que de refuser le problème amène en soi des avantages. Alors, les quelques catégories de climato-sceptiques que je connais sont les suivantes. Alors, il y en a une qui est assez peu présente en France, mais qui est très puissante aux États-Unis, qui sont les gens très croyants, qui disent « la marche du monde, c'est l'affaire de Dieu. Nous, on ne peut pas toucher au monde. Donc, penser qu'on pourrait modifier quoi que ce soit dans l'environnement, c'est d'une prétention absolument insupportable. Donc, ce n'est pas possible. » Il y a une deuxième catégorie de climato-sceptiques qui appartient au milieu scientifique, qui sont les scientifiques qui n'arrivent pas à se faire un nom ou qui n'arrivent pas à se faire une notoriété sur leur champ de recherche propre, et qui, du coup, considèrent que c'est plus important d'être notoire en racontant des conneries devant un micro plutôt que de rester inconnus dans leur domaine. Une variante de ça pouvant être des gens connus dans leur domaine, voulant être connus partout, et donc si on ne leur demande pas leur avis sur tout et tout le temps, ils font un caca nerveux, et à ce moment, ils deviennent aussi climato-sceptiques. Il y a une troisième catégorie de climato-sceptiques. Alors, toutes les catégories que je suis en train d'évoquer résistent à toute avancée scientifique, puisque leur motivation n'a rien à voir avec la science. Bon. Il y a une troisième catégorie de climato-sceptiques qui sont les gens qui, dans le monde économique, n'ont pas envie de la contrainte qui pourrait naître de l'acceptation du problème. Alors, on les appelle comme on veut. Des fois, on dit c'est les ultralibéraux, des fois, c'est les gens qui vendent du charbon, des fois, enfin, en gros, c'est une motivation qui est de cet ordre-là. Et enfin, il y a une autre catégorie de climato-sceptiques qui sont les vieux dirigeants retraités, toujours pour des questions d'ego, parce que accepter le fait qu'il y a un gros problème qu'ils n'avaient pas vu du temps de leur carrière et auquel maintenant ils ne peuvent plus rien faire. C'est-à-dire qu'en gros, on leur dit, quelqu'un a fabriqué des voitures toute sa vie, il pense qu'il a été un grand bienfaiteur de la population puisqu'il nous a amené la mobilité pour pas cher, et on lui dit à la fin de sa vie, alors qu'il ne peut plus rien faire parce qu'il est à la retraite, et Coco, il y a un truc que tu n'as pas vu, c'est que tu as aussi contribué à tel problème qui aujourd'hui nous emmerde et dont on ne sait pas quoi faire. Et alors du coup, le réflexe chez ces gens-là est de se dire non, quand même, je n'ai pas pu passer à côté d'un truc aussi important que ça, c'est juste pas possible. Donc je dis que le truc c'est juste n'importe quoi. Voilà, donc la Terre se sera réchauffée de 4 degrés, que toutes ces catégories climato-sceptiques existeront toujours. Donc ça n'a rien à voir ni avec la réalité du dossier scientifique, ni avec... voilà. Et donc penser qu'on va convaincre un climato-sceptique en le battant sur le terrain de la science, c'est se tromper de combat. Il vous trouvera autre chose derrière, et encore autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose. Alors, c'est pas inutile de lui répondre quand vous avez une audience qui, par ailleurs, est une audience agnostique. Parce que l'audience agnostique, elle reçoit l'argument climato-sceptique, elle se dit, ah bah peut-être c'est peut-être fondé ce truc-là. Peut-être qu'effectivement, on crevait de chaud dans l'Égypte ancienne, qu'il faisait 45 degrés à l'ombre, et que, voilà. Donc il faut être capable d'y répondre, mais pour les gens qui regardent, pas pour la personne qui vous a posé la question, ou qui vous a fait l'objection, qui de toute façon ne changera pas d'avis. Et alors, une dernière question pour les personnes... Non, c'est une question par personne. Très succincte, c'est juste une extension de ce que vous dites. La catégorie des personnes qui pensent que le climat a toujours changé et que la principale préoccupation, ce serait la biodiversité ou tout ce qu'on est en train de détruire plutôt que le climat qui de toute façon changera. Oui, ça n'a pas beaucoup... Enfin, pour moi, il y a une pondération des inconvénients qui est un truc qui est toujours discutable. Si je vous dis, vous avez un problème à la cervelle et que vous me dites, non, mais je vais d'abord m'occuper au problème du foie, à mon problème du foie, ou peut-être pas. Enfin, bon, ouais. Donc, on a en fait plusieurs problèmes sur les bras en même temps. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir la chose.